Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons des YouTube Music Awards, des 18 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et vous verrez une technique révolutionnaire pour s'attaquer au cancer. C'est parti. Et on commence cette émission par le fake, le faux du week-end. Alors dimanche après-midi, j'ai reçu ce message sur Facebook et ce tweet, vous allez les voir à l'écran tout de suite. Voilà, info ou atox avec une photo d'Ariel Sharon et un lien vers un article. Et ensuite, ce message sur Facebook. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Pour Ariel Sharon, c'est info ou atox. Alors évidemment, je m'interroge, que se passe-t-il? Ariel Sharon se serait-il réveillé du coma dans lequel il est plongé depuis 7 ans et j'aurais loupé cette information? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Ariel Sharon a été Premier ministre de l'État d'Israël de 2001 à 2006 et il est tombé dans le coma en pleine campagne électorale pour un 3e mandat. Ça fait 7 ans qu'il est dans le coma. Après une simple vérification, il s'est avéré que l'information que certains ont cru vraie était en fait rapportée par Sengi News, un site parodique qui ressemble à Logographie. Son but est de traiter l'actualité de manière décalée, pas d'apporter de vraies infos. Il s'agissait donc bien évidemment d'une blague, mais des milliers de personnes ont partagé l'info sur Facebook et ont réellement cru. Pire, elle a provoqué la colère de centaines de personnes qui estiment que l'on ne peut pas plaisanter avec le réveil d'Ariel Sharon. Visiblement, les auteurs de Sengi News ont fini par céder aux pressions. Ils ont publié ce message lundi matin. Aujourd'hui, dimanche 3 novembre 2013, l'humour juif est mort. Nous fermons peut-être le site. Adieu les nazes. Chacun se fera son propre avis sur la plaisanterie. C'était il y a 18 ans jour pour jour, le samedi 4 novembre 1995. Le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, se tenait sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv devant des centaines de milliers d'Israéliens réunis dans une ambiance festive pour soutenir le processus de paix. Face à eux, il déclare « J'ai servi dans l'armée pendant 27 ans, j'ai combattu tant qu'aucune chance ne semblait réservée à la paix. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, la paix a ses chances, de grandes chances. » Au terme de ce rassemblement, égal à mien, un juif d'extrême droite attend le Premier ministre et le tue de plusieurs balles dans le dos. Regardez cette vidéo réalisée et sous-titrée par des internautes et qui circule encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. Voilà, c'était donc il y a 18 ans. Cette année encore, les internautes se souviennent. Au-delà des déclarations officielles, des hommages se sont multipliés sur Twitter. Les messages ont été postés dans plusieurs langues. Signe du traumatisme international que cet assassinat a laissé encore aujourd'hui. On passe à un sujet beaucoup plus réjouissant. Les premiers YouTube Music Awards ont eu lieu. Alors si vous avez loupé l'événement, sachez qu'Eminem a été élu artiste de l'année. Pourquoi pas, il vient juste de sortir son album, mais bon, passons. Mais l'intérêt de cet événement était surtout le caractère inédit de la soirée. C'est la première fois qu'une cérémonie de remise des prix à des artistes avait lieu sur Internet. Le concept même de la cérémonie est révolutionnaire. La soirée n'a ressemblé à aucune cérémonie habituelle. L'audace a été notamment de tourner en direct des clips et des courts-métrages. Vu de l'extérieur, la cérémonie avait l'air d'un grand désordre. En réalité, on s'en doute, c'était calculé au millimètre près. Regardez un peu à quoi ça ressemblait.
I need you more than dope. 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 Toast one. Et pour parler de ces YouTube Music Awards, j'accueille par téléphone Nico Pratt. Nico, bonjour. Nico, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Très bien, et vous, merci. Très bien, très bien. Vous êtes journaliste musical, notamment pour Tsugi, Rokirama et Technica. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi l'événement toute la nuit, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. J'ai réussi à ne pas piquer du nez alors que j'en ai eu plus d'une fois l'occasion. Oh, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que vous retiendrez de l'événement? Visiblement, vous êtes un peu ennuyé. Un gros bordel et un bordel souvent un petit peu gênant à voir. Alors certes c'était une première, c'était les premiers YouTube Music Awards, mais malgré tout c'était réalisé par le réalisateur Spike Jonze. C'était co-animé par Jason Schwartzman, donc on aurait pu s'attendre à du beaucoup mieux et en fait tout le monde était un petit peu gêné d'être là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Même à la fin de l'événement, Spike Jonze a publiquement remercié YouTube pour les avoir laissé organiser ce joyeux bordel. Donc c'était un joyeux bordel, mais c'était un petit peu délicat. On sentait que c'était pas toujours maîtrisé. Jason Schwartzman, il l'a dit lui-même, rien n'était écrit ce soir-là, tout pouvait arriver. Alors tout aurait pu arriver, de très belles choses auraient pu arriver, mais finalement on s'est un petit peu ennuyé et par moments on était même franchement gêné pour les participants. Alors, est-ce que quand même on doit s'attendre à des conséquences à l'avenir sur les cérémonies traditionnelles de remise des prix? Parce que là c'est la première fois que ça va lieu sur Internet, ça va avoir des conséquences à l'avenir? Alors le truc c'est que déjà on n'a pas l'impression que ces YouTube Music Awards vont rivaliser avec les grandes cérémonies comme les Grammy ou les Brit Awards. Déjà parce que les Grammy et les Brit Awards sont des cérémonies qui sont là depuis plusieurs décennies. Les YouTube Music Awards ils sont arrivés cette année. On sent que il y a eu un problème au niveau de la com, c'est-à-dire que ça n'a pas franchement marché. Les gens savaient pas trop ce qu'ils allaient pouvoir regarder, les gens savaient pas trop comment ils devaient le regarder, donc ça n'a pas vraiment marché. Après, en termes de suite, ce qui est sûr, c'est que la rumeur grandit, YouTube sera sur le point de lancer son propre service de streaming. Ce YouTube Music Award était a priori uniquement l'occasion d'anticiper ce lancement. Donc voilà, la suite, je prédis pas une longue vie au YouTube Music Awards. Par contre, ce qui est sûr, c'est que YouTube devra annoncer sa plateforme de streaming dans les jours ou les semaines à venir. Et c'était, on va dire, un galon d'essai. C'était pour se chauffer. Oui, c'est vrai qu'on a parlé notamment dans notre émission de ce service de streaming de YouTube. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait une audience aussi faible pour un événement aussi attendu? Le truc, c'est que quand on regarde les Grammy Awards, c'est une des récompenses donc créée à la fin des années 50. Donc c'est pour les États-Unis. Quand on regarde les Brit Awards, on sait que c'est pour l'Angleterre. Donc on sait un petit peu ce qui nous intéresse, on sait un petit peu qui on va voir, et surtout c'est très ciblé. Quand on regarde les Grammys, on regarde des stars américaines. Quand on regarde les Brit Awards, on regarde des stars anglaises. Là c'est YouTube, donc c'est mondial. Et résultat, ça a créé des moments. Quand je vous parlais des moments de gêne tout à l'heure, je pensais entre autres au groupe de K-pop qui s'appelle Girls' Generation, qui a remporté le YouTube Music Award de la meilleure vidéo de l'année pour un clip qui s'appelle I Got a Boy. Le clip n'a aucun intérêt. Le groupe, c'est un groupe de K-pop, donc ils sont relativement inconnus en dehors de leur pays. Résultat, on avait l'impression qu'à force de vouloir parler à tout le monde, c'est-à-dire à la terre entière et aux artistes de la terre entière, finalement, ça n'a pas forcément parlé à grand monde. Et en plus, il se trouve que, pour le show, il y avait Eminem, il y avait Arcade Fire, il y avait Avicii, mais c'est des artistes qu'on retrouve absolument partout. Alors justement, rapidement, une dernière question sur ces artistes. Ouais. On a récompensé notamment Eminem et d'autres artistes qui sont des artistes qui n'ont pas besoin de YouTube, qui réussissent de manière générale à l'extérieur, qu'on retrouve sur YouTube. Il y a eu peu de récompenses pour des artistes purement YouTube, comme Darrell M. Shake ou ce genre de choses. Ça rejoint, encore une fois, on est sûr de rien, mais ça rejoint a priori le lancement de cette plateforme de streaming. C'est vrai que YouTube, la grande popularité de YouTube repose aussi sur des artistes
purement YouTube, qui font de la musique sur YouTube. Voilà, après, est-ce que la musique est suffisamment de qualité pour mériter un award? Apparemment, YouTube a décidé que non. Et surtout, je pense qu'ils voulaient donner une image de vraie cérémonie sérieuse pour, par la suite, annoncer le lancement de cette plateforme de streaming. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. Merci énormément de vos réponses. On passe à un tout autre sujet. L'un des principaux enjeux de la médecine de nos jours est de savoir comment guérir le cancer sans pratiquer des chirurgies à haut risque. Comme souvent, la réponse au plus grand défi se trouve ici, en Israël. L'entreprise s'appelle iSecure. Elle développe une technologie qui permet de geler, au sens propre du terme, de geler les cellules cancéreuses et de les transformer en petites boules de glace. Selon les chercheurs à l'origine de cette technologie révolutionnaire, la méthode est utilisable sur des tumeurs allant jusqu'à la taille d'une balle de golf. Les médecins ont déjà mis en application la technique sur des tumeurs bénignes et ils sont actuellement en phase d'essai sur 30 patients atteints du cancer du sein. Et leur prochaine ambition est de traiter avec cette méthode le cancer du poumon. L'essai clinique va commencer au Japon. La procédure est très peu invasive. Elle ne prend que 15 minutes. Elle ne requiert qu'une anesthésie locale. Et surtout, elle peut changer la vie de patients qui attendent une opération. Until recently, surgical excision with the accompanying scarring, inconvenience, and potential breast deformity was the standard approach for predictable treatment of symptomatic fibroadenomas. A new alternative is the iSense 3 procedure, a quick office treatment that destroys the fibroadenoma with targeted cryoablation. The procedure is fast, easy, and comfortable. It can be completed in minutes in the physician's office under ultrasound guidance and with minimal impact on the patient's routine, short recovery time, and virtually no scarring. The iSense 3 system's intuitive user interface provides step-by-step instructions and a heads-up display of procedure progress. Voilà, espérons que ça apportera de bonnes nouvelles aux patients. Est-ce que vous avez déjà essayé les sites de rencontres en ligne? J'imagine que oui, puisqu'une relation amoureuse sur 5 aujourd'hui aux États-Unis est le résultat d'une rencontre sur Internet. Vous le savez bien, souvent ces sites sont ridicules, notamment à cause de leur publicité. Et pile au moment où l'on pensait que l'on ne pouvait pas faire pire, un nouveau site a été créé, Carrot Dating. La plateforme a été lancée il y a quelques jours. Elle repose sur une idée assez originale. Si vous n'êtes pas assez beau pour draguer, vous pouvez amadouer une femme à l'aide d'une carotte. Alors, pas vraiment une carotte, entendez par là un appât. Vous avez le choix entre lui offrir un dîner, un dessert, des fleurs, une séance de shopping ou même des voyages. Vous avez le choix. Oui, je sais, c'est très pathétique, mais selon Brandon Wade, son créateur, c'est la forme la plus honnête de drague, car elle permet de voir à quel point les célibataires prennent au sérieux le premier rendez-vous. Et sachez que selon l'entreprise, plus de 30 000 personnes ont téléchargé l'application pour smartphone au cours de la première journée qui a suivi la mise en service. Et on passe à notre moment people du jour. Kanye West et sa fiancée Kim Kardashian ont attaqué en justice Chad Hurley, qui est le cofondateur de YouTube. Alors la raison, c'est que ce dernier, le cofondateur de YouTube, a posté une vidéo de la demande en mariage des deux stars alors qu'il avait signé un contrat de confidentialité. La vidéo de 2 minutes a été postée sur Mixbit, le nouveau site de Hurley, et comptabilise 1,6 million de vues pour le moment. Évidemment, le site de potin américain TMZ s'est empressé de relayer la vidéo. Filmée à San Francisco, on y voit un orchestre, des feux d'artifice, la famille et les amis. Mais surtout, on voit le rappeur à genoux, comme le veut la tradition pour faire sa demande. La colère du couple ne s'est pas faite attendre. Comme d'habitude, il voulait tout monétiser et avait prévu de vendre les images de cette demande. Bon, ça va, on imagine qu'ils s'en sortiront même sans cet argent. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. L'astronaute canadien Chris Hadfield, devenu une star de YouTube, est bel et bien de retour sur Terre. En mai dernier, après avoir cédé le commandement de la station spatiale en prévision de son retour sur Terre, il avait publié à l'époque une vidéo dans laquelle il interprète sa version de la chanson Space Oddity. Aujourd'hui, il doit assurer la promotion de son livre et c'est très réussi.
Ça, c'est de la promo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour de nouvelles informations. On garde le contact via Twitter. À demain. Vous manquez déjà.